Alors bonjour Béatrice, je suis très heureuse de pouvoir te retrouver pour parler de la sophrologie. Je rappelle que tu es sophrologue en cabinet depuis 2008. Et puis si on se retrouve pour cette vidéo, c'est pour évoquer les bienfaits de la sophrologie dans une prise en charge holistique de l'endométriose. Et oui, parce que naturopathie et sophrologie peuvent s'allier pour permettre aux femmes atteintes d'endométriose de mieux vivre avec leur pathologie et ainsi de gagner en qualité de vie. Et puis, pour être aussi complet que possible, je te propose que nous consacrions une partie de cette vidéo à répondre aux questions, je dirais même aux principales questions qui se posent sur le déroulement d'un suivi sophrologique. Qu'en dis-tu? Oui, bah écoute, je suis tout à fait d'accord, mais du coup, ça me donne l'occasion de préciser que si pour les personnes qui veulent mieux comprendre comment la sophrologie peut cibler les problématiques précises de l'endométriose, ben, il est possible de visionner la vidéo que nous avons fait précédemment sur spécialement la sophrologie et l'endométriose. C'est vrai, et tu fais bien de le préciser. D'ailleurs, puisqu'on est dans les petites précisions, je pense qu'il pourrait être utile aussi de rappeler que la sophrologie et la naturopathie ne se substituent pas à un suivi médical. Alors, si c'est vrai que ça sonne souvent comme une évidence pour la sophrologie, je pense qu'il est important de le rappeler parce que beaucoup ont quand même une idée inexacte de la naturopathie. Donc, je rappelle au passage que la naturopathie agit bien en complémentarité de la médecine conventionnelle sans pour autant s'y opposer. L'idée est de fournir en fait des clés naturelles qui permettront, dans le cas des endogas, puisque c'est la problématique que nous abordons aujourd'hui, d'obtenir du soulagement et de gagner en qualité de vie, bref, de mieux vivre sa pathologie. Alors, quand tu parles de clés naturelles, Marie-Pierre, tu fais référence à quoi? Alors, les clés naturelles, je fais référence, par exemple, à l'hygiène alimentaire. En d'autres termes, une alimentation qui soit saine, adaptée au terrain de la personne, c'est-à-dire à l'ensemble des paramètres biologiques, psychiques, émotionnels qui font l'identité de la personne à un moment donné. Je pense aussi à l'hygiène physique. Donc, j'entends par là l'activité physique, l'hygiène bucco-dentaire, les techniques aussi qui vont favoriser l'élimination des toxines et des toxiques, l'hygiène psycho-émotionnelle, donc une meilleure gestion des émotions, la possibilité de développer sa capacité de lâcher prise, par exemple. Et puis, il y a aussi les compléments alimentaires. Alors, j'aime à rappeler que dans compléments alimentaires, il y a donc complément et par conséquent, c'est bien complémentaire aux mesures que je viens d'évoquer précédemment. Dans compléments alimentaires, on entend la micronutrition, l'aromathérapie, la phytothérapie, gémothérapie, par exemple. En fait, tu vois, ces quatre grands thèmes, grandes mesures dont je viens de te parler, ce sont en fait les grands piliers d'un programme naturopathique d'accompagnement complémentaire. Mais cela dit, la sophrologie est un super soutien dans la mise en œuvre des mesures pour chacun de ces piliers. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu comment la sophrologie peut venir en soutien à la naturo? Oui, eh bien, elle va d'abord aider à développer la conscience de soi et le respect de son corps. Donc, ça va du coup permettre d'être plus réceptif à tous les piliers que tu viens de citer. Elle installe aussi l'équilibre entre le corps, l'esprit et les émotions, de manière à constituer une équipe qui coopère. Et elle facilite et adoucit le changement d'habitude, puisque ce que tu viens de préciser, ça suppose pour la majorité des personnes un changement d'habitude. C'est pas si facile. Et donc, la sophro va permettre de préparer le cerveau et d'activer la motivation par la visualisation notamment. Ok, alors maintenant qu'on a bien ces points en vue, comment la complémentarité de ces deux, de la sophrologie et de la naturo, j'aimerais bien en fait, si tu le veux, qu'on aborde le soutien de la sophrologie sous l'angle de la qualité de vie. Parce qu'en fait, c'est un point qui est important parce que l'endométriose, avec toutes ses manifestations, ont quand même un impact sur la qualité de vie des personnes atteintes, avec un retentissement sur leur vie personnelle, conjugale, mais également professionnelle et sociale. Alors, il faut bien l'avouer, les endogueurs l'apprennent bien souvent à vivre en fonction de leur cycle, de leur douleur, qui finissent par devenir comme ça des points de repère ou des critères de décision. Alors, que peut apporter la sophrologie dans ce contexte? Mais la sophrologie, elle va permettre de reprendre le pouvoir.
en posant des choix éclairés, du coup, plutôt que des choix par défaut, comme tu viens de le dire, qui du coup ne sont pas vraiment des choix. Alors, comment elle va faire pour permettre de reprendre le pouvoir? Elle va déjà favoriser l'autonomie, l'adaptabilité et l'organisation du quotidien. Elle va permettre de développer les capacités, la confiance, l'écoute de soi, le respect du corps, l'affirmation de soi, l'expression de ses besoins, la capacité à être force de proposition pour à la fois s'aider soi-même, devenir sa meilleure alliée, mais aussi aider les autres à nous aider. Parce que souvent, l'entourage est démuni, en fait, et on n'a pas forcément le réflexe d'expliquer ce dont on a besoin. La sophro, elle va aussi permettre de prendre du recul. Elle va apprendre aussi à se projeter positivement grâce à la préparation mentale. Et elle va replacer chaque personne, donc chaque endo girl, au centre de sa propre vie pour qu'elle puisse en être l'actrice principale. Elle va lui montrer le chemin pour sortir de la guerre, faire la paix et coopérer avec son corps. Et elle va l'aider aussi à identifier les impacts positifs que cette situation a priori subie et désagréable va quand même avoir permis sur d'autres domaines de la vie, ne serait-ce que parce que ça va avoir notamment, par exemple, demandé d'aller puiser et mettre à jour certaines ressources qui étaient en sommeil jusqu'à présent. Ok, écoute, merci pour ces explications qui nous permettent vraiment de saisir comment en fait la sophrologie est un véritable soutien pour les endo-girls. Mais maintenant, dans la pratique, ça se passe comment? Je veux dire, la sophrologie peut aider une endo-girl en dehors des crises ou aussi pendant les crises? Comment tu vois les choses? Comment ça se passe? Les deux. Ouais, pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire que, bien sûr, la prévention est très importante, mais le fait de pouvoir agir aussi pendant les crises est fondamental aussi, notamment parce qu'en général, quand on s'oriente vers un sophrologue, c'est qu'on est déjà dans la panade et qu'on est un peu démuni, qu'on a essayé d'autres choses. Voilà, hein, on est tous pareils, on a tendance à se mettre en action quand on n'a plus trop le choix. Donc, c'est aussi important que ça puisse soulager déjà pendant les crises. Donc, je reprends les deux axes. Sur le plan de la prévention, la sophro va jouer un rôle majeur en dehors des crises, de manière à ne pas attendre de les subir pour agir, mais au contraire de les devancer pour pouvoir les atténuer et les espacer. On en a parlé notamment dans la première vidéo de l'impact des émotions et de comment prendre soin de son équilibre émotionnel. Car si on y est attentive au jour le jour, cela ne peut avoir que des conséquences positives sur les manifestations de l'endométriose. Donc, cette approche est valable pour tous les domaines touchés par l'endométriose. Donc, la prévention, c'est important, même si elle arrive dans un second temps. Donc, parlons maintenant de ce qui arrive en général au tout début, qu'on prend contact avec un sophrologue ou même une naturopathe. Ce qui est intéressant, c'est que quand la crise ne peut pas être évitée, elle va être atténuée quand même, parce que l'endo-girl aura appris à connaître ses besoins, à savoir comment les exprimer, comment y répondre. Elle saura comment coopérer avec son corps et comment s'appuyer sur ses ressources, comment défocaliser de la crise et comment prendre soin d'elle après la crise également pour pouvoir récupérer plus facilement. Ok. Alors du coup, ça m'amène à te poser des questions sur la sophrologie. Déjà, est-ce que tu peux nous définir un peu ce qu'est la sophrologie, en quoi ça consiste, je dirais, comment se passe une séance de sophrologie? Oui, je vais t'expliquer déjà comment se passe une séance de sophrologie et pour ça, je vais dissocier les deux types de séances parce qu'il y a la première séance et après, il y a les séances de suivi. Alors, la première séance, elle va se dérouler en 3 temps, hein, comme les séances de suivi. Simplement, dans ces 3 temps, il va y avoir des choses un peu différentes. Forcément, comme c'est la première séance, on fait connaissance et la consultante, l'endo-girl, va expliquer pourquoi elle est là, quelle est son attente, quelles sont ses difficultés, quels sont ses besoins. Moi, je vais lui expliquer de manière précise en quoi la sophro peut lui apporter un soutien par rapport à ses particularités à elle. Et ensuite, une fois qu'on sera d'accord, en général, on aura le temps de pratiquer au moins un premier exercice de sophro pour qu'elle puisse repartir de la séance avec déjà une clé qu'elle va pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours. Ensuite, il va y avoir les séances de suivi. Donc, les séances de suivi, elles se déroulent en 3 temps. Le premier temps, on fait le point sur ce qui s'est passé depuis la dernière séance, ce qui s'est bien passé, les difficultés nouvelles qui se sont présentées. Ensuite, on fait un temps de pratique et ensuite, on fait un temps de débrief pour pouvoir décider aussi comment on va pratiquer entre les séances,
Ce qui va être intéressant de mettre en place. Parce que, en fait, les séances en elles-mêmes sont rarement suffisantes. Les séances, elles sont le cadre pour transmettre des clés pour les apprendre, mais après, bien sûr, l'intérêt, c'est de devenir autonome. Donc, il faut que la l'endogirl, elle puisse pratiquer. Et là-dessus, je suis très attentive à faire en sorte que ce soit facile. C'est-à-dire que je ne vais pas demander à quelqu'un de reproduire exactement ce qu'on a fait ensemble en séance. Au contraire, on va identifier ensemble comment ça peut être confortable pour elle de le pratiquer de manière flash dans les situations qu'elle vit dans sa vraie vie. J'appelle ça la vraie vie, hein, la vie qui n'est pas, entre parenthèses, entre les murs d'un cabinet confortable. Voilà, une séance, ça dure à peu près 1 heure. La régularité, c'est important, surtout au début, puisque c'est la répétition, comme tout apprentissage, qui porte ses fruits. Maintenant, ce qui compte avant tout, c'est que cette régularité, elle corresponde aussi aux disponibilités de la personne. Donc ça aussi, ça va être adaptable. Ce que je pourrais te dire aussi, c'est que pour la durée d'un accompagnement, ça va vraiment dépendre de l'objectif de la personne et de sa réceptivité. Donc, on ne peut pas trop le fixer là de manière globale, hein, sans avoir un cas particulier. Et pour terminer sur le sujet, je te dirais aussi que c'est un peu pareil pour les délais au cours duquel on sent une amélioration. Ça va dépendre de la réceptivité de la personne. Maintenant, quand même, dans la majorité des cas, de par mon expérience, qui a 14 ans maintenant, dès les premières séances, je dirais même dès la première séance, il y a déjà des changements notoires pour la simple raison que quand on a pu acquérir une clé, on se sent moins impuissant et rien que le fait de se sentir capable de faire quelque chose dans une situation, ça soulage déjà en soi. Voilà Très ce que je bien. peux te dire sur comment se passe une séance. Et peux-tu nous parler aussi de ce qu'on fait durant une séance de sophrologie? Oui, avec plaisir, parce que c'est vrai que la plupart du temps, on ne sait pas trop ce qui s'y passe si on ne l'a pas vécu soi-même. En séance de sophrologie, on va faire des exercices, plusieurs types d'exercices, de pratiques qu'on va vivre comme des explorations, des expériences. Donc, il va y avoir des respirations, il va y avoir des exercices de relaxation, il va y avoir tout l'apprentissage de la découverte de ces sensations corporelles, donc comment les accueillir, comment les identifier pour constituer son référentiel. On va aussi pratiquer des mouvements pour apprendre à se détendre et être conscient de soi dans la vie de tous les jours, dans le métro, en réunion, dans la rue. Et puis, ça se pratique assis ou debout, justement pour être compatible avec les activités du quotidien. Et je le disais tout à l'heure, en fait, moi, je suis très sensible à la notion d'expérimentation, de jeu, de faire les choses sans attente et sans jugement, parce que la vie est déjà suffisamment contraignante, c'est pas la peine d'en rajouter. Et on sait tous que quand on apprend en jouant, avec légèreté, on apprend beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. La dernière chose que je voudrais te dire, et je voudrais passer une petite explication là-dessus parce que c'est important, une autre clé de la sophro, c'est la visualisation. Et je voudrais préciser que ça se distingue de la pensée positive parce que ça ne se limite pas justement à la pensée qui reste mentale. C'est très bien la pensée positive, mais la sophro va un cran plus loin parce qu'elle impacte, elle implique la participation totale du corps et de tous les sens. C'est vraiment une faculté que nous avons tous, la visualisation, que nous pratiquons depuis toujours. Alors, je vais te donner quelques exemples concrets. Quand tu regardes tes photos de vacances, quand tu racontes un moment agréable, quand tu regardes un film joyeux, mais ton corps fait le plein de sensations qui te réconfortent et qui te revigorent. Donc, cet outil qu'on sait utiliser depuis toujours, on va le mettre au service de cet objectif précis. Très bien. Alors, Voilà. quand on parle de séances, est-ce qu'on fait référence à des séances individuelles ou collectives? Qu'est-ce qui paraît le mieux selon toi? Alors, moi, mon point de référence pour ce qui est le mieux, c'est toujours ce qui convient le mieux à la personne en fonction de la période qu'elle traverse. Et ce mieux peut évoluer dans le temps, en fait. Donc, je vais plutôt te donner les options et leurs avantages. Et ensuite, chacune pourra voir ce qui lui correspond en fonction de ce qu'elle vit sur le moment. Très bien. Donc, concernant ça te va? Oui, oui, très bien. Vas-y, je t'en prie. Alors, les bienfaits d'une séance en individuel, ça va être la personnalisation, parce que bien sûr, on va pouvoir s'adapter totalement aux besoins de la personne.
ça va être l'écoute de ses besoins et l'adaptabilité à ses besoins. Pour le collectif, l'avantage, ça va être le fait de partager avec des personnes qui vivent la même chose. Donc, parfois, ça peut permettre de se sentir moins seul. D'une autre manière qu'en individuel, parce qu'en individuel, on se sent moins seul parce qu'on est accompagné, mais dans le collectif, on se sent moins seul parce que on partage avec des personnes qui connaissent les mêmes problématiques. Un avantage aussi du collectif, il ne faut pas le nier, c'est le coût, parce que forcément, ça revient moins cher de faire une séance en collectif qu'en individuel. Et l'intérêt aussi, c'est que de toute manière, on peut combiner les deux. On peut très bien faire des séances en collectif et de temps en temps, quand on en ressent le besoin, faire une séance en individuel ou inversement. Super. Voilà, Écoute, tes explications sont super claires. On voit bien l'avantage des deux et comment en fait on peut choisir en fonction de nos besoins, de notre situation. Alors, maintenant qu'on a consacré 2 vidéos à parler de la sophrologie et de l'endométriose, il y a peut-être une question que beaucoup se posent, à savoir comment choisir son sophrologue. Est-ce qu'il doit être, par exemple, spécialisé dans l'endométriose ? Alors, à mon sens, non. Parce qu'un sophrologue qui est bien formé et expérimenté va s'intéresser à ce que vit la personne, à ce que vous vivez, et va se rapprocher des experts qui vous accompagnent, bien sûr, si vous êtes d'accord. Donc, ça va être un excellent guide parce que comme il a intégré la méthode, il est capable de s'adapter à toute situation et donc, ça ne sera pas du tout un problème pour lui. Et je dirais encore heureusement, parce que s'il fallait qu'un accompagnant ait traversé toutes les situations des personnes qui viennent le voir, ça serait un peu embêtant. Néanmoins, il peut y avoir aussi un sophrologue qui est spécialisé, notamment peut-être que lui, il a vécu aussi, ou parce qu'il a fait le choix pour une raison qui lui appartient d'être spécialisé dans le domaine, et ça sera tout aussi intéressant. Mais je voulais rassurer sur ce point, parce que peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça des sophrologues spécialisés dans l'endométriose, et ce n'est pas pour autant qu'il faut se priver de cette aide. Voilà. Ok. Mais tu disais tout à l'heure quand même, tu précisais qu'il devait être bien formé. Alors, comment savoir que le sophrologue que l'on va avoir est bien formé? Est-ce qu'il y a des critères à prendre en compte? Oui, c'est vrai que c'est important parce que la sophrologie, c'est un domaine qui se développe de plus en plus, donc il y a de plus en plus de sophrologues. Et c'est quand même important de savoir qu'est-ce qu'on attend de son sophrologue pour savoir vers quel sophrologue s'orienter. Alors, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Le premier critère, c'est la durée de la formation, parce que la maîtrise de cette méthode nécessite du temps, et notamment du temps d'intégration et du temps de pratique personnelle pour un sophrologue. Donc, ça suppose une formation qui s'étale sur environ 3 ans. Voilà, il y a des sophrologues aujourd'hui qui sont formés en 6 mois, mais du coup, ils n'ont pas la même maîtrise et la même connaissance de la méthode. La deuxième posture d'un sophrologue bien formé, c'est que c'est quelqu'un qui va pas juste avoir la connaissance des théories et des protocoles, mais qui va les avoir intégrés lui-même, corporellement, émotionnellement, qui en a fait une philosophie de vie et une hygiène de vie, et qui continue à pratiquer pour lui-même en dehors de ses accompagnements. Le troisième critère, c'est que ce sophrologue, il va avoir la capacité à s'adapter et à personnaliser son accompagnement en s'affranchissant des protocoles qui seraient conçus de manière rigide. Tu sais, un problème, un protocole, donc ça peut être intéressant parfois, mais ça reste limité parce qu'on l'a vu tout à l'heure, une endo girl, elle ne ressemble pas forcément à une autre endo girl. Elle a sa propre histoire aussi, donc c'est important de pouvoir s'adapter à la personne. Et donc, du coup, comment savoir que ce sophrologue, il a la bonne posture et il a cette capacité? Ça va être la durée de la formation et aussi la transparence en général. Quelqu'un de bien formé, il affiche son diplôme et son cursus de formation. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir s'informer sur la qualité de ce dernier parce que l'information va être facile d'accès sur Internet. Il suffit d'aller voir la fondation ou l'école de formation et on a les informations sur la durée, etc. S'il y a des endo-girls qui ont envie d'aller plus loin sur ce sujet précis, je les invite à aller sur la page de mon site que tu mettras peut-être en lien. J'ai créé une page qui s'appelle Les sophrologies et qui distingue bien justement les différentes écoles avec les différents apports de chaque école. Très Voilà. bien. Qui permet du coup de savoir vers quel sophrologue s'orienter.
Super. Mais écoute, Béatrice, je te remercie vraiment beaucoup pour cet échange qu'on a pu avoir. Pour conclure cette vidéo, on peut rappeler que les EndoGirls peuvent prendre contact avec toi. Sous la vidéo, elles trouveront toutes les informations utiles à ce sujet, dont ton site et le lien que tu viens de mentionner pour que ce soit plus facile pour elles d'avoir accès à cet article dont tu as fait mention. Vous trouverez donc les informations sous la vidéo. Vous pouvez aussi trouver d'autres approches naturelles des problématiques en lien avec l'endométriose sur ma chaîne Naturobienfait et sur mon site naturobienfait.com. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager. Pensez aussi à vous abonner et je vous dis à très vite. À bientôt, Marie-Pierre. À bientôt.